Moi, je suis un spécialiste de 14-18. Alors, ça paraîtrait peut-être très loin de la Seconde Guerre mondiale, à l'issue de laquelle on a inventé l'idée de crime contre l'humanité. Hein, au moment où il y a le tribunal de Nuremberg, vous avez peut-être déjà entendu parler du tribunal de Nuremberg, où on juge les nazis. On juge les chefs nazis. Ceux, du moins, qu'on a pu attraper, qui ne sont pas suicidés, qui n'ont pas été tués. Et on a inventé donc ce crime contre l'humanité et l'idée de génocide qui n'existait pas auparavant. Mais en fait, ces idées étaient déjà en germe en 14-18, puisqu'il y a déjà eu une première guerre mondiale avant la Seconde Guerre mondiale, et il y a déjà eu l'idée de « et si on jugeait les criminels de guerre ?» Et si on déclarait la guerre hors la loi, en quelque sorte. Et si on disait « on ne peut pas tout faire dans une guerre », et notamment on ne peut pas tuer des civils, massacrer des civils, on ne peut pas violer, on ne peut pas piller. Si on essayait de limiter la guerre, hein, de la contraindre, afin, in fine, si on pouvait, l'interdire. Mais on va essayer de la contraindre toujours de plus en plus, dans des règles juridiques. Tout le monde va signer ces règles, ces traités, des engagements, pour à la fin essayer de finalement la compliquer tellement que ce sera impossible. Ça, c'est notre vieux rêve depuis la fin du 19e siècle, c'est récent, finalement, cette idée-là, parce que avant régnait le règne de la force. Voilà. C'était le droit du plus fort. Et on ne se posait pas la question des victimes civiles. Des guerres, il y en avait eu par le passé, hein, depuis 2000 ans. Et eh bien, le droit du plus fort l'emportait. Alors, les victimes civiles, eh bien, il y avait toujours eu des victimes civiles. Il y avait toujours eu des viols, il y avait toujours eu des villages brûlés, il y avait toujours eu des civils massacrés. Bon, ça faisait partie de la guerre, et ça faisait partie des dommages collatéraux, mais ça faisait partie de la guerre. C'était consubstantiel à la guerre. Sauf qu'à partir d'un certain moment, et essentiellement à partir du 19e siècle, en fait, de l'âge démocratique, hein, il y a une évolution des sensibilités avec la démocratie, l'idée que, ben non, on ne peut pas tout faire, même en période de guerre. Donc, on va parler de ça. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je regarde un petit peu l'heure, parce que vous avez remarqué que je suis bavard. Bon, voilà, 10h43, ça nous laisse un petit peu de temps. Alors, eh bien, en 14-18, donc, il y a effectivement des victimes civiles, et les Alliés, les Français, les Anglais, vont tout de suite penser la guerre en termes d'affrontement de la civilisation contre la barbarie. En disant, regardez les Allemands, parce que les Allemands vont envahir la Belgique, qui est un État neutre dont ils garantissaient la neutralité, et au cours de l'invasion, on va en parler, ils vont envahir la France, ils vont se battre, hein, il y a la bataille de la Marne en septembre 1914, donc ils vont envahir une grande partie de la France, et au cours de l'invasion, il y a un certain nombre de brutalités, d'exactions, la presse dira atrocités, hein, ce sera le thème des atrocités allemandes, et donc ces exactions eh bien, vont être utilisées par la propagande française, la propagande britannique, pour dire regardez combien les Allemands sont brutaux, combien ils sont violents, en fait pour les discréditer. On voit bien que maintenant, alors que les victimes, il y en avait toujours eu des victimes civiles dans les guerres, mais là, il y a quelque chose d'illégitime et presque même d'illégal, alors qu'il n'y a pas encore de traité, on ne reconnaît pas le crime contre l'humanité, etc. Mais c'est l'idée qu'il y a des choses qui ne se font pas, et les Allemands ont commis un certain nombre d'actes, d'exactions terribles pendant l'invasion d'août 1914 en Belgique et en France, et donc ils se sont retranchés en quelque sorte du camp de la justice, du camp du droit, du camp du bien en quelque sorte, et la propagande va dire la France, elle, la Belgique, ben, ce sont des pays qui sont martyrisés et qui eux appartiennent au camp du droit, parce que c'est eux qui sont attaqués, c'est eux qui souffrent, et ce sont les Allemands qui font souffrir. Voilà, donc la propagande va présenter les choses comme ça. Ce qui fait que, pour la première fois, les victimes civiles deviennent un enjeu. Je vous ai dit auparavant, bah voilà, il y avait des victimes civiles, ça faisait partie de la guerre. Là, les victimes civiles deviennent un enjeu de propagande, bien sûr, pour dire qui est dans le camp du bien, qui est dans le camp du mal. Hein, je résume un peu comme ça. Quand on est en guerre, on est vraiment, c'est simple. Les choses sont toujours, faut haïr l'ennemi. La haine est le moteur de la guerre. Donc, fatalement, il y a le camp du bien et le camp du mal. C'est aussi simple que ça. Donc, les victimes civiles, pour la première fois, deviennent un enjeu de propagande, mais pas seulement. Ils deviennent un enjeu moral. C'est autour d'eux, finalement, aussi, qu'on construit la guerre, qu'on justifie la guerre. Pourquoi on fait la guerre, hein, et pourquoi l'autre doit perdre la guerre. C'est le camp de la force. Nous, on est le camp du droit. Eux, c'est le camp de la force.
Mais ce n'est pas seulement un enjeu moral, un enjeu de propagande, un enjeu moral, mais pas seulement. Les victimes civiles deviennent un enjeu juridique. Un enjeu juridique parce que pendant la guerre même, on se dit, c'est pas possible ce qu'ils ont fait. Détruire la cathédrale de Reims, bombarder la cathédrale de Reims, c'est pas possible, c'est inacceptable. Fusiller des civils, c'est inacceptable, etc., etc. Donc, après-guerre, on les jugera et on les condamnera, ceux qui ont ordonné ça, ceux qui ont fait cela. Bien, donc, ça signifie que les victimes civiles deviennent aussi un enjeu juridique. On va les juger, on va les condamner, ceux qui ont fait ça, mais le problème, il n'y a pas de texte de loi. Il va falloir inventer. Hein. On est dans l'improvisation, on voit bien que quelque chose se passe en 14-18, mais en réalité, ça a commencé un peu avant 14-18. Cette idée qu'on peut garantir la paix par le droit, qu'on peut interdire certaines pratiques de violence, ça a commencé en 1899 à La Haye. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui la Cour internationale de justice est à La Haye. Hein, c'est parce qu'en 1899 s'est ouvert pour la première fois une conférence, 1899, vous voyez, où il y avait les grands pays européens, il y avait 26 pays représentés, et qui se sont réunis pour savoir comment on pouvait trouver les moyens de maintenir la paix. Ça, c'est pas facile, mais surtout en 1899. Et en fait, ils ont défini trois axes. Eh bien, on va limiter les armements, limiter les effectifs militaires, limiter les armées en nombre, et puis limiter les budgets militaires. Sauf qu'on a beau se parler pendant un mois, en fait, on n'a pas réussi à trouver à s'entendre. Hein. On n'a pas réussi à s'entendre, mais enfin, pour la première fois, on se met autour d'une table et on essaye de trouver des conventions pour encadrer la guerre, pour la contraindre, pour la limiter, comme je disais tout à l'heure. 2 mois de discussion, je vous ai dit un mois, mais en fait c'est 2 mois de discussion, voilà, et bon, pas grand-chose tout de même qui en sort. Néanmoins, la convention de 1899 de La Haye prévoit quand même tout de même l'interdiction des bombardements aériens sur les civils, sur les villes. Alors à l'époque, l'avion, c'était vraiment le balbutiement, on pensait plutôt à des ballons ou alors des bombardements par canon. On ne doit pas bombarder des villes, parce que si on bombarde des villes, on bombarde fatalement des objectifs civils, on bombarde fatalement des civils, des femmes et des enfants. C'est pas légitime de tuer des femmes et des enfants en temps de guerre. Donc on interdit les bombardements aériens, on interdit les balles explosives, on interdit les armes chimiques. Alors, on n'en a pas encore, mais on se dit, voilà, il y a une chimie qui se développe, en cas de guerre, on pourrait très bien faire des armes chimiques, et vous le savez, ça aura lieu effectivement en 1914, parce que tous ces engagements, enfin juste avant de dire tous ces engagements, il y a eu une deuxième conférence en 1907, on s'est dit on se réunira dans 8 ans, vous voyez, c'est des petits pas. Première réunion, hein, le prince de Monaco a créé lui une association pour la paix en 1903, vous voyez, ça bouillonnait. Fin du 19e, début du 20e siècle. Et puis, on se dit, on se retrouve dans 8 ans, 1907, on se retrouve, pour approfondir encore la Convention, pour tenter encore plus de limiter le droit de la guerre, vous voyez. Et puis, en 1907, on dit, on se retrouve dans 8 ans, sauf que c'est 1915, et on ne se retrouvera jamais. Parce qu'en 1915, on est déjà, les Européens, en train de s'entrégorger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, tous ces engagements qu'on a pris, eh ben, ils sont tous déchirés, on n'entend plus parler pendant la guerre, parce que le but de la guerre, c'est de tuer par tous les moyens, c'est une guerre totale. Alors, on avait interdit les gaz, les armes chimiques, eh ben c'est pas grave, on les crée en 1915. On a interdit les bombardements aériens dès le 30 août 1914. Paris est déjà victime d'un bombardement aérien par un tout petit avion. À l'époque, il ne pouvait pas emporter plus de 2 bombes qu'il lâchait à la main, comme ça. Hein. Il en a même lâché une sur Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de Paris, excusez-moi, je viens de Marseille. Ça aurait fait trop loin, Notre-Dame de la Garde. Le rayon d'action était encore... 30 août, il a bombardé Paris parce que vous voyez, à 30 août, les Allemands sont à Senlis, ils sont déjà très, très proches de Paris. Alors, le rayon d'action des avions, c'était pas... Bon, là, on se rend compte de quelque chose. Les réunions internationales, c'est beau, les engagements, c'est beau, mais en cas de guerre, tous ces engagements souvent sont déchirés. Et il y avait peut-être aussi un obstacle qui était de l'ordre philosophique, moraliser la guerre, moraliser l'immoral, humaniser l'inhumain. Hein, ça, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut y arriver? Bon, en tout cas, il faut s'y atteler. Alors en 1914, c'est l'invasion. Tous les beaux serments, tout ça ont été déchirés. L'invasion de la Belgique et de la France, c'est extrêmement brutal. Il y a 5000 civils exécutés. 5000 civils exécutés. On crée des murs d'otages aussi. On prend des otages dans des villages et on fait marcher ces otages devant l'armée. Ce qui fait que
quand les Français ou les Belges de l'autre côté, ils ont des civils devant eux, et ils doivent tirer, évidemment. Hein. Donc ça, c'est une façon de faire la guerre qui est absolument interdite. Des dizaines de milliers de maisons brûlées, des viols innombrables, etc., etc., ou encore l'exécution de blessés et de prisonniers. Bon, ça ne concerne pas les victimes civiles, enfin, c'est aussi en dehors du cadre du droit de la guerre de tuer des prisonniers ou de tuer des blessés. La ville de Dinan, en Belgique, est totalement incendiée. Il y a 600 civils qui sont fusillés, qui y sont tués. Et dans cette ville, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un pont qui a été construit, on l'a appelé le pont de l'Europe. Et il y avait tous les drapeaux des pays européens sur ce pont de l'Europe, sauf un, celui de l'Allemagne. Il a fallu attendre 2001 pour que le drapeau allemand soit levé sur ce pont, parce que le ministre des Affaires étrangères allemand, à l'époque c'était Joschka Fischer, est venu demander pardon à la population de Dinan pour les brutalités qui ont été exercées en 1914. Alors pourquoi ces brutalités durant l'invasion? Parce qu'il y a quand même un commandement qui devrait être... les troupes sont disciplinées, hein, on ne laisse pas les soldats s'éblayer comme ça, il y a des chefs. Comment c'est possible finalement, tous ces civils, ces murs d'otages, ces maisons, ces villes qui sont brûlées? Eh bien, il y a plusieurs explications. D'abord, quand l'invasion, il y a une peur, hein, vous entrez en territoire ennemi, donc il y a cette idée que l'ennemi est partout. Ensuite, il y a la volonté d'être dur de la part du commandement. Il faut être dur parce que vous allez avancer, il ne faut pas qu'on vous tire dans le dos. Donc vous allez faire des exemples. Hein, vous allez prendre des otages quand vous arrivez dans une ville ou un village. Le maire, paf, paf, quelques notables et tout. Attention, si on nous tire dessus, on vous fusille. Et c'est ça qui se produit. Ces otages qui souvent sont fusillés parce qu'il y a toujours un coup de fusil quelque part. L'arrière-garde des Français, des soldats isolés ou encore des tirs allemands qu'on prend pour des tirs ennemis. Hein, il y a toujours... et donc, paf, on fusille les otages. On nous a tiré dessus, etc. Voilà, puis volonté d'être dur. Et puis il y a une peur qui est héritée de 1870, la guerre 70-71. C'est vieux pour vous, voilà. Mais à l'époque, en 14, c'est encore dans les têtes, hein, la guerre 70-71. Et en 70-71, vous savez, les Français ont été vraiment écrasés à pas de couture. Ce qui fait qu'après, l'armée a été disloquée. Il y avait des petits groupes qui combattaient en francs-tireurs, des petits groupes isolés, d'une dizaine de personnes, 50 personnes, parfois même 2-3 personnes, qui combattaient comme ça en embuscade. Et donc les Allemands se souviennent de ça, ils ont une peur, avec des civils qui combattaient avec des militaires d'ailleurs. Ils ont cette peur des francs-tireurs dans la mémoire, et donc les civils, ils en ont peur. Ils se disent, il va y avoir un fusil dans la maison, nous tirer dans le dos de l'étage. Donc il y a cette peur des francs-tireurs qui aussi explique leur brutalité. Alors tout cela a donné lieu à une immense émotion, côté français, côté belge, côté anglais. Hein, bien sûr, regardez ce que les Allemands font. On a parlé d'atrocités allemandes, dans la presse, c'est comme ça qu'on va appeler. Les Anglais appellent les Allemands les Huns. Les Huns. Et puis, les Français, les Boches. On n'aura pas le temps, on aura peut-être le temps d'en reparler. Il y a plusieurs histoires qui ont été montées par la mayonnaise, montées par la propagande en mayonnaise. Par exemple, un enfant de 7 ans à Margny, à la frontière de l'Alsace, qui a été abattu. Il avait un petit fusil de bois et il a pointé un soldat allemand avec son fusil de bois. Il avait 7 ans et l'Allemand l'a tué. Alors tout ça, ça a été un élément de propagande énorme. Il y a eu des chansons dessus, plusieurs chansons, etc. Bon, la réalité, c'est pas tout à fait ça. Bien sûr, la propagande, elle cherche à émouvoir et à dire c'est scandaleux, regardez, c'est des bêtes, c'est plus des hommes, regardez ce qu'ils font, ils tuent des enfants de 7 ans. Bon, en fait, l'enfant de 7 ans était à la fenêtre et il a pointé et le soldat allemand a vu un fusil, c'était un fusil de bois, mais il a vu et le réflexe, c'est il a tiré et c'était un enfant. Voilà. Bon, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose, l'histoire de l'un et l'histoire de l'autre. Bon, le fait est qu'un enfant de 7 ans est mort. Bon, il y a d'autres histoires comme ça, comme Émile Desprez, qui a 10-12 ans, à peine plus jeune que vous. Il y a un soldat français qui est blessé, et un officier allemand qui est complètement cynique, qui est vraiment, enfin plus que cynique, hein, un salopard, qui donne il donne son fusil au gamin de 10-12 ans, en disant, 14 ans, je me souviens plus, hein, Émile Desprez, vous pourrez vérifier, eh bien, il lui dit, vas-y, achève-le, tire-lui dessus, achève-le. Et le gamin, il pointe le blessé français, mais au dernier moment, hop, il se retourne et il abat l'officier allemand. Et évidemment, il est abattu par tous les soldats allemands qui l'entouraient. Mais alors là, la propagande en dit, regardez comment meurt un jeune soldat un jeune français. Hein, il faut dire aussi ce qu'on lui demandait, c'était absolument abject. Alors voilà, tous ces récits de violence
submerge vraiment la presse d'émotions, l'opinion. Mais en Allemagne, on dit, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai qu'on est des barbares. Il y a des 93 intellectuels allemands qui vont rédiger un manifeste en octobre 1914 qui s'appelle Aux Nations civilisées, qui se place sous les auspices de Goethe, de Beethoven, de Kant, etc., pour dénoncer les mensonges français, hein, fatalement. Et on dit, non, non, les vrais barbares, ce sont les Français. D'ailleurs, ils ont incorporé des Noirs dans leur armée, hein, des Noirs, donc des sauvages qui viennent lutter contre nos soldats blancs. Nous défendons la civilisation européenne, qui est donc une civilisation blanche, etc. etc. Bon, ce que nous venons de décrire, les brutalités liées à l'invasion, c'est ce qui se passe au début de la guerre, qui devait être courte. Mais cette guerre s'éternise, comme vous le savez, et devient une guerre totale. Une guerre totale, ça veut dire la mobilisation de toutes les énergies en direction de la guerre. C'est mobilisation industrielle, mobilisation de la main-d'œuvre. Hein, dans les usines de guerre, il va falloir. On mobilise les civils. Les femmes deviennent munitionnettes, etc. etc. Mobilisation financière, mobilisation des esprits par la propagande. Enfin, la mobilisation est totale. N'imaginez pas que la guerre de 14-18, c'est juste un combat dans les tranchées entre des soldats et des soldats. Hein, baïonnette contre baïonnette ou canon contre canon. C'est des nations entières qui sont mobilisées. C'est l'industrie française et britannique contre l'industrie allemande. Hein, c'est celui qui produira le plus de canons, celui qui produira le plus d'obus, celui qui produira le plus de fusils, et celui qui pourra alimenter ses soldats et sa population civile en pain, qui pourra ravitailler, etc. Hein, bon. Et cette logique de guerre civile fait que si on est tous des soldats en quelque sorte, si les fronts sont aussi intérieurs, s'il y a un front industriel, et pas seulement le front des soldats contre soldats, s'il y a un front du moral, un front financier, si la guerre est totale, eh bien finalement il devient un peu légitime de frapper les civils, qui sont des soldats d'une certaine façon. On peut frapper l'arrière, parce que la guerre est totale. Il y a déjà cette idée qui entre dans les esprits. Par exemple, vous avez un député du parti du centre hein, en Allemagne, donc c'est pas le plus nationaliste, hein, il s'appelle Matthias Erzberger, qui en 1915 écrit « La guerre doit être un instrument dur et rude, elle doit être aussi impitoyable que possible. C'est là d'ailleurs un principe de plus grande humanité, hein, que la guerre soit impitoyable, un principe de grande humanité, parce que plus vous serez dur, moins la guerre durera. Donc il faut être terrible, terrible, terrible pour accélérer la venue de la paix. Hein, voilà la logique. Alors, attendez, je vous cite la suite. Si l'on trouvait le moyen d'anéantir Londres tout entier, avec une seule bombe, ouais, bon, ce sera Hiroshima dans le futur. Alors, on a mis le doigt dans la logique hein, de l'annihilation totale. Si l'on trouvait le moyen d'anéantir Londres tout entier, ce serait plus humain que de laisser saigner un seul Allemand sur le champ de bataille, attendu qu'un moyen aussi radical amènerait une prompte paix. Voilà. Semons la terreur et la mort, conclut-il. Semons la terreur et la mort, tous les moyens doivent nous être bons. Donc oui, tous les moyens sont bons, c'est la logique de la guerre. Donc il y aura des paquebots coulés, des bombardements de villes. Et comme on ne peut pas aborder tous les sujets, je vais vous faire un point notamment sur les bombardements de villes, et notamment de Paris, pendant la guerre, avec cette question, est-il légitime de tuer des civils et des enfants? Évidemment, tout le monde dit non. Dans tous les codes de justice militaire, tout ça c'est interdit, ce sont des crimes de guerre. Et pourtant, en 14-18, et pas seulement du côté allemand, on va voir, eh bien, il y a des bombardements de villes, des bombardements et des objectifs qui ne sont pas militaires, qui sont simplement dans le but de terroriser la population pour affaiblir le moral et pour, en fait, affaiblir la cohésion sociale et hâter, soi-disant, la fin de la guerre, en désagrégeant la cohésion sociale. Bien, alors, effectivement, je vous ai dit, le premier bombardement, c'est 30 août 14 sur Paris, mais il va y en avoir d'autres. Il y en a notamment en janvier 1916, il y en aura en 15. En janvier 1916, un Zeppelin, c'est un gros dirigeable. Il y a eu des bombardements sur Londres, jusqu'à Édimbourg, jusqu'en Écosse, par Zeppelin. Et il y en a eu un sur Paris, notamment en janvier 1916. Et alors la presse, après ce bombardement, le 31 janvier 1916, la presse début février, mais alors elle hurle, la presse en France, elle dit il faut des représailles, il faut des représailles. À bas nos scrupules humanitaires, à bas les droits de l'homme, tout ça. Non, ils nous ont donné une bombe, on doit leur en donner 10. Hein. C'est même plus la voix du talion, il faut être dur, vous voyez, du côté français aussi, il faut leur répondre. Il n'y a que ça qu'ils comprennent, les moches. Hein. Il faut leur donner, enfin voilà, il faut que ce soit, soyons féroces pour les bêtes féroces. Hein, ce que dit écrit le Matin.
Soyons féroces pour les bêtes féroces. Quand les Allemands sauront que chacun de leurs attentats leur vaudra une attaque prompte et efficace contre une de leurs villes, ils renonceront certainement à ce jeu de pirates. Il faut que ces représailles soient immédiates et redoutables. Il y a là une nécessité urgente, un vœu de la population tout entière. Des représailles, des représailles. Alors le gouvernement français, il va bien entendre l'opinion publique en disant « Oh là, on veut des représailles, on nous a touché une ville, Paris et même la banlieue, eh bien nous aussi, on va bombarder des villes françaises, des villes allemandes. » Alors, le rayon d'action des avions fait qu'on peut bombarder que les villes les plus proches de la frontière, et notamment la ville de Karlsruhe. Et donc il y a une escadrille, dès 1915, qui bombarde Karlsruhe, qui a déjà blessé, qui a tué 29 civils, et qui en a blessé 50 autres. Vous voyez, c'est pas très glorieux tout ça. Alors il y a quand même une partie de la presse qui dit non, on ne devrait pas faire ça, hein, notamment la presse socialiste, qui dit à quoi ça nous mène de faire ça, de sombrer dans l'inhumanité. Bon, donc quand même les représailles, elles sont quand même discutées dans la France, mais majoritairement, il y a cette passion vengeresse des représailles, des représailles. Alors je vous ai dit, le gouvernement il cède, et il va faire des représailles. Le 22 juin notamment, le 22 juin 1916, il y a une belle victoire, une bombe est lâchée, une expédition punitive sur Karlsruhe, une nouvelle fois. 22 juin 1916, une bombe est lâchée et elle tombe sur un cirque en pleine représentation. Donc c'était des enfants, hein, 120 morts. 120 morts. Le gouvernement a tellement eu honte, l'armée française a tellement eu honte que ça a été terminé. Il n'y a plus un bombardement sur une ville allemande. Mais côté allemand, on a persisté. En 1918, au printemps 1918, vous avez des raids de Gotha. Les Gotha, c'est une nouvelle sorte d'avion. Quand on entre en guerre en 14, c'est encore des petits coucous, hein, que vous avez peut-être vu, le Blériot qui traverse la Manche, c'est vraiment des trucs tout légers. Mais en 1918, les Gotha, c'est des avions qui sont capables de transporter 800 kg de bombes. C'est plus de petites bombes que vous lâchez à la main. C'est 800 kg de bombes, c'est les ancêtres des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, des forteresses volantes. Et il y a des raids comme ça, ils viennent parfois à 50 avions comme ça. Il n'y a plus de lumière sur toute Paris, la banlieue. On interdit les lumières, les véhicules n'ont pas le droit de rouler. Les réverbères sont repeints en bleu foncé, pour que la lumière ne filtre pas. De toute façon, on coupe les lumières. On doit mettre ses volets, il ne doit plus y avoir de lumière chez soi à partir d'une certaine heure. C'est une sorte de couvre-feu pour pas qu'il y ait de lumière, pour indiquer la route des avions qui viennent bombarder la nuit. La nuit, parce que le jour, il pourrait être repéré par les guetteurs bien avant d'arriver sur Paris. Et donc il y aurait les avions français qui décolleraient pour mener la bataille. Tandis que la nuit, on les découvre au dernier moment, quand ils passent. Alors ils ont fait à peu près 500 morts, ces raids. Et il y a aussi le super canon. Il y a un canon allemand qui tire à 120 km de distance sur Paris, à partir de mars 1918, et il a tué à peu près 500 personnes aussi. Alors là, les Allemands disaient, mais pour se défendre, parce que c'est quand même pas terrible de dire on bombarde des villes et on tue des femmes et des enfants. C'est un moyen de lutter contre le moral des Français. C'est pas terrible, c'est de la guerre terroriste de faire ça. Donc comme ils n'osaient pas l'avouer de dire ça, ils disaient mais nous avons des objectifs civils. On vise une gare, on vise une usine, etc. Mais quand vous avez un canon qui tire à 120 km de distance sur la ville, on ne sait pas du tout où l'obus va tomber. Donc dire qu'on vise des objectifs civils, ça ne tient absolument pas. C'est le moral qu'on vise. D'ailleurs, c'est une erreur totale. Quand vous avez des bombes qui tombent sur votre ville, quand vous avez des morts, etc., c'est absolument tout le contraire. C'est la haine, elle est encore plus vive, elle est encore dopée. Alors, à la suite de ces bombardements, soit par canon, soit par avion, de nouveau, la passion vengeresse. Des représailles, il nous faut des représailles. Mais cette fois-ci, on a un gouvernement à poigne. C'est Clémenceau qui est président du Conseil. Et il y a une délégation de députés. Comme Clémenceau dit non, on ne bombardera pas les villes allemandes. Une délégation de députés vient voir Clémenceau en disant il faut faire quelque chose, regardez, on est bombardé et nous on ne bombarde pas. Il faut faire quelque chose. Et Clémenceau répond ça, c'est du travail d'assassin. Ce n'est pas une raison pour que je sois un assassin. Donc les représailles, il y en a eu, mais des représailles uniquement militaires, des bombardements des villes, des usines d'Essen, les usines Krupp qui travaillaient pour la guerre, qui produisaient des canons notamment. Voilà un exemple de bombardement. Un exemple, vous voyez, d'exaction contre les civils qui est tout à fait nouveau, qui n'existait pas avant 1914. Il n'y avait pas d'avion. C'est tout à fait nouveau. Et vous voyez que, est-ce qu'il est légitime de tuer des femmes et des enfants? Tout le monde dit non. Tous les textes disent non. Mais dans la réalité, voilà, ça existe.
c'est la guerre terroriste. La guerre de 14-18 est non seulement une guerre mondiale, c'est aussi une guerre totale, on a dit, c'est une guerre aussi terroriste également. L'idée, semer la terreur pour affaiblir le moral de l'ennemi, qui était un mauvais calcul, ça n'a jamais marché. Et puis, puisque peut-être je vais rajouter quand même 2-3 choses, ça va, j'ai le temps, encore, j'ai 20 minutes, j'ai l'impression, encore, ça va, je galope. Il y a déjà l'idée en germe du crime contre l'humanité. Pas seulement ces bombardements, après tout, vous avez 500 morts en canon, 500 morts sous les avions, c'est pas des masses, même si ça a choqué à l'époque, puisque c'était nouveau. Hein. Mais il y a autre chose. Alors, en dehors de France, cette fois-ci, en dehors de France, je dirais assez vite, mais néanmoins, c'est essentiel. D'abord, on n'en parle pas, le mot génocide n'existe pas. Hein, il sera forgé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, hein, avec les tribunaux de Nuremberg, mais il y a déjà eu l'équivalent en 1914-1918. L'équivalent. Alors, pas tout à fait en nombre, mais l'équivalent sous ce principe. Je vais vous parler de 2 choses. D'abord des massacres de juifs en Galicie. Alors la Galicie, qu'est-ce que c'est? Ou le sud de la Pologne, l'est de la Pologne, l'ouest de l'Ukraine, la région de Lviv. Hein, aujourd'hui, on en parle, la région de Lviv en Ukraine. Eh bien, c'était de fortes concentrations, on l'appelait le Yiddishland, il y avait de fortes concentrations de populations juives. Et ces territoires ont été envahis par la Russie en 1914. Ils appartenaient à l'Autriche-Hongrie, l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et ils ont été envahis par la Russie en 1914, et la Russie ensuite a dû, sous le coup des Austro-Hongrois et des Allemands, reculer et abandonner ces territoires. Mais en reculant et en abandonnant ces territoires, eh bien, et même en les envahissant, l'armée russe a considéré les Juifs comme des espions. D'abord parce qu'ils parlaient yiddish, et le yiddish est une langue dérivée de l'allemand, hein, du bas allemand. Donc il y avait déjà cette idée d'une proximité culturelle. Et puis il y a un antisémitisme très fort dans l'armée russe, comme d'ailleurs dans toute la Russie. Hein. D'ailleurs, c'était pas propre à la Russie. Hein. Les populations locales vont y participer aussi, en Pologne et en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Pillage, viol, assassinat, et puis des déportations massives. Mais des déportations massives, 150 000 personnes. Parce que comme on se dit, ce sont potentiellement des espions, voilà, les juifs espions, vous voyez, l'antisémitisme, hein, eh bien, on va les déporter dans une région où ils seront enfermés. Le problème de ces déportations, c'est qu'on les force à partir à pied, il n'y a rien de prévu pour les héberger, il n'y a rien de prévu pour les nourrir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on les condamne ce sont des marches forcées, on les condamne à la mort. Il y a des dizaines de milliers de morts, on n'a pas de chiffres là-dessus, des estimations, sur ces massacres de l'année 1915, des dizaines de milliers de morts. On n'en a jamais entendu parler, je ne pense pas que vous en ayez entendu parler de ces massacres de 1915, de juifs en 1915. Et vous savez pourquoi? C'est parce que la Russie était l'allié de la France. La Russie était l'allié de la France. Donc, les massacres commis par les soldats russes, il ne fallait pas en parler. La presse faisait silence là-dessus. Silence. Ah, les massacres allemands, oui, on va en parler. Mais les massacres commis par les Russes, on est très très ennuyeux. Bien sûr, on est allié à la Russie qu'un État autocratique. Ah, on préférait que ce soit une démocratie. Et en 1917, quand il y a la révolution de février qui fait que la Russie devient une république, ouf, c'est un grand ouf, on dit, ah, la Russie a fait son 1789, enfin, voilà, nous sommes des frères dans la démocratie, etc., etc. Mais en 1915, on n'était pas très, très, très fiers de cela, et on n'en parlait pas. Ce qui fait que les Français n'en ont pas entendu parler, et encore aujourd'hui, finalement, c'est assez ignoré. Le second crime contre l'humanité que l'on peut déceler, même si cette terminologie n'existe pas en 14, mais ça a été reconnu comme un génocide a posteriori, c'est le génocide des Arméniens. Le génocide des Arméniens, il commence en 1915. Il y avait 1,5 million, 2 millions d'Arméniens en 1914, hein, dans l'est de la Turquie, en Anatolie, enfin jusqu'à la Méditerranée, de l'est de la Turquie actuelle, enfin, de l'est de l'Empire ottoman jusqu'à la Méditerranée, il faudrait voir les cartes. Eh bien, excusez-moi, je ne vous ai pas mis de... Je penserai la prochaine fois. Eh bien, au recensement de 1927, premier recensement en Turquie, il n'y a plus que 64 000 Arméniens. Il y en avait 2 millions, il n'y a plus que 64 000. Ils sont passés les autres. Ben, les autres, ils ont été assassinés, ou ils ont dû s'exiler. C'est une décision des autorités turques, notamment du ministre de l'Intérieur qui s'appelait Talat Pacha,
pour tout un tas de raisons, mais en tout cas, on les a déportés d'Anatolie vers le désert de Syrie, où il n'y avait rien d'ailleurs prévu pour les accueillir, donc on les condamnait à mort, mais c'était le meilleur des cas, ceux qui arrivaient dans le désert de Syrie. La plupart ne sont jamais arrivés dans le désert, puisqu'ils ont été assassinés en chemin, pillés, rançonnés, jetés du haut des falaises, attachés les mains dans le dos et jetés dans l'Euphrate, les enfants attrapés par les pieds, et voilà, enfin, c'est absolument atroce, tous les récits qu'on a sur le massacre des Arméniens. Donc ça a été reconnu effectivement comme un génocide par la suite. Mais la Turquie, elle, encore aujourd'hui, continue de nier. Pour elle, il y a eu des massacres, d'accord, elle veut bien reconnaître des massacres, mais il n'y a pas de génocide. Alors, venons-en à l'idée de juger. Et on va partir justement, juger les criminels de guerre. Et on va partir justement des génocides arméniens. Le génocide arménien, on n'en parlait plus guère dans les années 20, les années 30. Hein. On n'en parlait plus. Hitler a même cette phrase qui a tellement de sens en 1938. Hein. Qui se souvient du génocide arménien? Qui se souvient du génocide arménien? Ouais. Vous voyez tout le sens que ça peut vouloir dire. C'est-à-dire que moi aussi, je pourrais faire des massacres. Vous voyez bien que 20 ans après, hein, qui se souvient du génocide arménien? Mais là, vous voyez, on lui apporte un lourd démenti. On s'en souvient, et on en parle même d'ailleurs aujourd'hui. Alors, durant la guerre, je vous ai dit, les Alliés promettaient de juger les responsables de la guerre. Les responsables de la guerre, parce que la guerre était la grande barbarie absolue, mais les responsables de tuerie à l'intérieur de la guerre, qu'ils soient allemands, qu'ils soient turcs, etc. Aussi, les nouvelles autorités turques, en novembre 1918, au moment où la guerre est perdue, ils ont conclu un armistice, ils ont signé un armistice en octobre 1918, il y a de nouvelles autorités, ceux qui étaient en place pendant la guerre se sont enfuis dans le Caucase, se sont enfuis en Allemagne, et bien dès novembre 1918, les nouvelles autorités collaborent avec les Alliés, et donc elles cherchent en fait à se concilier les vainqueurs, pour avoir la paix la plus douce possible. Alors donc elles vont arrêter, pour essayer de redonner une virginité à la Turquie, et on va châtier les responsables du génocide arménien en disant on va le faire nous-mêmes, ils mettent en place une commission d'enquête, et ils rassemblent des documents, des télégrammes, des témoignages, et ils vont déférer 130 personnes devant les tribunaux. Sauf que les principaux dirigeants, on est en juillet 1919, les principaux dirigeants de la guerre qui sont responsables du génocide arménien, ils ne sont plus là. Ils ont déjà fui, ils ont fui en Allemagne, ils ont fui dans le Caucase, comme je vous disais, ce qui fait qu'on ne va condamner que des seconds couteaux. On va condamner que des exécutants, en quelque sorte, mais pas les chefs, pas ceux qui ont donné les ordres au-dessus. Alors ces procès qui ont lieu en 1919 sont vite interrompus, dès 1920, par le dictateur Mustafa Kemal, qui va unifier le pays. Mustafa Kemal, c'est la grande figure en Turquie, c'est Atatürk, le père des Turcs, celui qui va réunifier le pays et lui redonner sa souveraineté par rapport aux Alliés qui visaient à prendre le contrôle d'un petit peu de la région. Et Mustafa Kemal, au nom de la dignité et de l'honneur national, va interdire ces procès. Donc dès 1920, on n'en parle plus. Silence, et c'est toujours la ligne aujourd'hui, silence. Il y a une frontière entre l'Arménie, il y a une Arménie aujourd'hui qui existe, et il y a la Turquie, il y a une frontière entre les deux pays, elle est fermée. Vous ne pouvez pas passer d'un pays à l'autre. Les Turcs ont toujours un problème avec l'Arménie. Et les Arméniens avec la Turquie, mais ce n'est pas eux qui ferment la frontière, c'est les Turcs. Bon, alors, néanmoins, il y a eu un autre procès après 1920. C'est en 1921, figurez-vous, que Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur qui était responsable du massacre des Arméniens, s'était réfugié à Berlin. Il était soutenu par l'Allemagne, parce que oui, pendant toute la guerre, il avait été le bon serviteur de l'Allemagne. Et un Arménien à Berlin l'a assassiné dans la rue. Alors, il a été arrêté, et on a jugé cet Arménien qui avait assassiné Talat Pacha. Mais Talat Pacha est responsable de la mort de centaines de milliers de personnes. Donc, comment juger celui qui a tué des centaines de milliers de personnes? Eh bien, les Allemands réunissent donc un procès, et puis, lors de ce procès, on fait état du génocide arménien, ce qui fait que les juges vont excuser le meurtre de Talat Pacha, et ils vont libérer l'Arménien qui a tué Talat Pacha. Et ce procès de 1921, en juin 1921, eh bien, permet de fustiger les criminels de guerre par la cour allemande, de fustiger les criminels de guerre turcs, c'est-à-dire les anciens alliés de l'Allemagne.
Mais on est en juin 1921, et ce sont des Turcs qu'il s'agit de fustiger comme criminels de guerre. Les Allemands peuvent-ils se juger et eux-mêmes se fustiger? Eh bien, on va le voir, c'est plus difficile. C'est plus facile de trouver les fautes des autres et de dire ah, tout ce que tu as fait, c'est pas bien, que de regarder aïe, 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 est-ce que j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien, moi aussi. Ça, c'est beaucoup plus difficile. De reconnaître les torts d'autrui, c'est toujours plus facile que de reconnaître les siens. Alors, on va voir comment juger, comment instaurer un nouveau droit qui interdit ces violences de guerre. Dès 1914, des commissions sont réunies en France, commissions qui enquêtent sur le droit des gens. À l'époque, c'est ce qu'on employait cette expression, qui recueillent des témoignages. Il y a même des commissions qui vont enquêter sur les viols. C'est pas très facile parce que les femmes préfèrent taire leur infortune, parce qu'à l'époque, la parole n'est pas libérée. Hein. C'est une honte. Néanmoins, il y a des commissions d'enquête aussi sur ces questions, dans le but d'assurer, après-guerre, le châtiment des crimes ennemis. C'était le terrain, le châtiment des crimes ennemis, etc. Bon. L'armistice s'est signé le 11 novembre 1918, donc l'opinion est unanime, en France, en Grande-Bretagne, il faut juger le Kaiser, Guillaume II, l'empereur Guillaume II, l'empereur des Allemands, on dit c'est sa faute, il a voulu la guerre, etc. etc. En Angleterre, il y a même des ministres qui disent il faut le pendre, on l'emmènera en Angleterre, on le pendra en Angleterre. Ou alors il y en a d'autres qui disent, qui sont plus humains, qui disent non, on ne va pas le pendre, on va le mettre dans une cage en fer et on va le promener dans toute l'Angleterre, dans toutes les villes d'Angleterre. Bon, bref, on se dit oh là là, voilà tout ce qu'on va faire, mais en réalité on ne fera rien du tout parce que l'empereur Guillaume II, dès le 9 novembre 1918, 2 jours avant l'armistice, il a fui vers les Pays-Bas. Alors, on demande aux Pays-Bas de l'extrader, hein, donnez-nous on va donner on le jugera, mais les Pays-Bas refusent. Alors bon, on fera rien. Et finalement, on était bien content, parce que le Kaiser aurait été donné aux Alliés, il aurait fallu le juger. Et c'est pas lui, c'est pas un militaire, c'est pas lui qui a donné des ordres de créer des murs d'otages, fusiller des otages, etc. Donc lui, on l'aurait jugé comme responsable de la guerre. Mais alors, il se serait défendu, et on aurait ouvert un gros dossier qui est celui des origines de la guerre. Et on aurait dit, mais oui, mais l'Autriche, elle est responsable aussi, c'est pas elle qui a lancé un ultimatum contre la Serbie. Ah oui, mais la Serbie, c'est quand même elle qui a tué quand même le prince héritier d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand à Sarajevo. Ah oui, mais la Russie, elle a mobilisé la première, donc c'est elle qui a entraîné la cascade de la mobilisation allemande. Et les Français ensuite ont mobilisé, donc la Russie est aussi responsable, etc. etc. Ouh là là, on en aurait mis le doigt dans un engrenage de responsabilité partagée. Finalement, on était bien content que Guillaume II reste aux Pays-Bas. Ça évitait d'ouvrir vraiment cette question. Ça permettait de dire que l'Allemagne était coupable sans finalement se mettre autour d'une table et chercher les torts des uns et des autres. Bon. Mais néanmoins, si on ne peut pas juger Guillaume II, on va juger des militaires qui seront responsables et des grands criminels de guerre, etc. Petit problème. Les Français et les Anglais, Clémenceau pour la France, Lloyd George, le Premier ministre, David Lloyd George, le Premier ministre britannique, ils sont d'accord. Oh, il faut les juger. Ils ont leur opinion publique britannique et l'opinion publique française derrière. Il faut les juger, ces salauds, il faut les juger. Bon. Mais le problème, c'est qu'autour de la table, il y a aussi l'Américain Wilson, le président Wilson, lors du traité de Versailles, c'est les négociations de paix à Paris, de janvier à juin 1919. Et l'Américain Wilson, c'est un juriste. Il a fait du droit, hein, il a dirigé une université. Bon. Et lui, il dit ce que l'on ne fera pas en 44-45. Lui, c'est un juriste, et donc il dit, oui d'accord, il y a eu des exactions. Mais d'abord, il y en a eu des exactions un peu dans les deux camps. Et c'est difficile de réunir un tribunal international, c'est ce que voulaient les Français et les Anglais, réunir un tribunal international, c'est ce qui se fera en 1945, hein, à Nuremberg, réunir un tribunal d'alliés pour juger les vaincus, les nazis. Hein. Eh bien, lui dit, on ne peut pas réunir un tribunal international parce qu'il nous faudrait une loi. Il faudrait punir en fonction d'une loi. Or, si on crée cette loi ne peut être que rétroactive. C'est exactement le thème du crime contre l'humanité qu'on inventera en 1945. On a inventé une loi qui est incroyable parce qu'elle est rétroactive. La loi ne doit jamais être rétroactive. On ne peut pas juger des gens sur un crime qui n'existait pas au moment où ils ont commis ce crime. Hein, on a défini ce crime après. En 1945, on a dit crime contre l'humanité, génocide, etc., etc. Mais ce crime n'existait pas avant. Ceci dit, on pouvait les juger pour autre chose, crime de guerre. Hein, mais on voulait inventer une notion supérieure pour dire ça, c'est absolument interdit, c'est indigne, c'est au ban de l'humanité. Ça doit être un exemple. Hein.
Alors, les Français et les Anglais sont bien ennuyés avec Wilson, ils ne peuvent pas lui dire oh, ben, on s'en fiche, etc. Et lui, il reste sur l'idée que pas de rétroactivité des lois, pas de rétroactivité des lois. Ça, on s'en moquera en 1945. Bon, mais là, alors, bon, finalement, on se met d'accord quand même, il n'y aura pas de cour internationale, mais on va juger les criminels de guerre allemands par des tribunaux militaires alliés, les tribunaux militaires traditionnels. Voilà. Ce sera en fait pour crimes de guerre. Ils passeront devant des tribunaux militaires. Et on ne créera pas une cour internationale et on ne créera pas de crimes contre l'humanité, de loi rétroactive. Voyons, avant Nuremberg, on dit toujours, mais avant, on y a déjà pensé. Donc les Alliés, on a loupé en fait cette occasion, si vous voulez, de créer un tribunal de Nuremberg dès 1919. Bon. Les Alliés donc rédigent le traité de Versailles, et dans le traité de Versailles, il y a ces articles 227, 228, 229, 230, qui exigent que l'Allemagne livre ses ressortissants qui sont accusés de violation des lois et des coutumes de la guerre. Et quand l'Allemagne prend connaissance de ces conditions, là c'est la colère, elle explose. Elle dit c'est inacceptable, c'est parce qu'on est vaincu que vous voulez nous juger. Alors, bien sûr, c'est sûr que si elle avait été vainqueur, ça n'aurait pas été la même chose, évidemment. Et elle refuse de signer le traité de Versailles, dans un premier temps. Ce qui est assez amusant, c'est de voir que ce traité de Versailles, on vous dit, ah oui, il y a des conditions territoriales terribles que l'Allemagne refuse d'accepter, etc. Et pour le corridor de Danzig, c'est vrai. Mais ce qui bloque surtout, ce sont ces paragraphes-là. Les Allemands, d'ailleurs, les appellent les Schmachparagraphen, les paragraphes de la honte. Hein. C'est ces articles 227, 228, 229, 230 qui exigent qu'on livre des Allemands, livrer des Allemands pour être jugés à l'étranger par nos vainqueurs. Inacceptable. Je ne dirais pas que c'est essentiellement pour cela qu'on refuse de signer le traité de Versailles, mais c'est un élément moral tout à fait considérable qui est au centre des débats. Le gouvernement allemand de l'époque préfère démissionner, il y a un nouveau gouvernement en place qui se met en place, mais les Français disent, si vous ne signez pas, ben on reprend la guerre et hop, on ira signer signer la paix à Berlin, ce sera la capitulation. Donc les Allemands ont fini par dire, d'accord, on signe, le 28 juin 1919. L'Allemagne doit céder. Bon, elle a signé le traité de Versailles, mais est-ce qu'elle va livrer ses criminels de guerre? Ah, normalement, elle a signé, elle devrait le faire. Évidemment, elle fait tout elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Ah, alors... Il y a même une campagne en Allemagne, une campagne de presse, qui est orchestrée par les nationalistes pour dire alors là, si un gouvernement fait ça, il trahira l'honneur allemand, donc ce sera la révolution. Bon, bref. Et puis, les Alliés ont fait quand même de grosses bêtises. C'est qu'ils ont présenté à l'Allemagne une liste énorme avec tous les chefs allemands, tous les généraux, avec y compris le maréchal Hindenburg, qui est le plus grand général, celui qui a dirigé l'armée allemande avec von Ludendorff. Bien, 1590 noms. Ah non, c'est énorme. Même les Britanniques ont dit aux Français, oh, peut-être que vous exagérez, hein, on voulait juger tout l'état-major, on voulait juger tout le monde, hein, tous les chefs. Symboliquement, toute l'armée allemande, hein, tous les chefs. Pour les Britanniques, il s'agit de faire un exemple, juste un exemple. Ils disent aux Français, c'est une vraie citation, même si on n'en fusillait que 20, ça ferait un exemple. Hein. Allez, pas besoin d'en avoir 1590, on en fusille 20, on n'en parle plus. Bon. Alors les Français, bon, ils sont pas très partants, mais au bout d'un moment, ils finissent par accepter cette position parce que l'Allemagne ne veut livrer personne et les Britanniques sont prêts à un petit compromis juste pour l'exemple. Bon, les Français finissent par mettre un peu d'eau dans leur vin et dire ok, on va faire un compromis. Donc cette première liste de 1590 personnes, on va la ramener à 800 personnes. Mais c'est encore énorme, 800 personnes. Il y a toujours les grands chefs de l'armée allemande. Bon, évidemment, l'armée allemande refuse, l'Allemagne refuse. Bon, elle traîne des pieds. Alors on finit par accepter la position britannique. Allez, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, et puis c'est tout. Hein. Voilà. Donc ce sera vraiment symbolique. Mais alors là, on va juger des vrais salauds. Hein. Là, vraiment, il y aura des preuves. Ça sera absolument accablant. Mais de nouveau, les Allemands disent, bon d'accord, 40, 50 personnes, ça on veut bien. Mais non, on ne peut pas livrer des Allemands à des étrangers pour les juger par une justice étrangère. On veut bien les juger nous-mêmes. Ah, alors, bon. Les Anglais disent, ben oui, c'est encore une bonne transaction. Et les Français disent, oui, t'es sûr, ça sent un peu le coup fourré. Mais les Anglais disent, bon, allez, il faut trouver un compromis. Bon, voilà, les Français finissent par, sur la pression des Anglais, finissent par accepter. Puis après tout,
ce sera quand même un plus bel exemple. Des Allemands jugeront des Allemands qui ont commis des crimes. C'est mieux finalement que des vaincus jugés par des vainqueurs. Ce sont les Allemands eux-mêmes qui vont dire ce que tu as fait, toi, général, l'ordre que tu as donné, c'est scandaleux. Notamment l'ordre du général Stenger, qui a donné l'ordre oral de ne pas faire de prisonniers, parce qu'il devait marcher 40 km pendant l'invasion, il fallait avancer, et les prisonniers et les blessés, ça le ralentissait. Donc les blessés, il avait donné l'ordre de les exécuter. Il ne fallait pas les relever, il fallait les assassiner sur le champ de bataille. Le général Stenger. Je vais en dire un mot encore tout à l'heure. Alors, la Cour suprême de l'Allemagne se réunit, la Cour suprême allemande, elle est à Leipzig. 23 mai 1921, elle se réunit. Et donc les Alliés ont présenté une liste de 45 noms. Oui, alors on était parti de 1590, puis après 800, et là on a 45. Bon. Et ces 45, c'est pas seulement 45 Français, hein, qui sont, enfin je veux dire 45 criminels de guerre présentés par. Il y a les Belges qui présentent 15 accusations. Les Français, 11. Vous voyez, les Français n'en ont retenu que 11 au départ sur les 1590. La Grande-Bretagne, 7. Puis après, il y a l'Italie, la Pologne, la Yougoslavie, etc. Donc au total, ça fait 45. Parmi les causes françaises, il y a le massacre de Noménie. C'est un village de Meurthe-et-Moselle qui a été incendié, où les 55 civils du village ont été assassinés, et le village brûlé. Et puis il y a, je vous ai dit, le général Stenger qui est sur un champ de bataille de Lorraine pour ne pas être retardé. Le 26 août 1914 a donné cet ordre. Tous les prisonniers seront massacrés, les blessés en armes ou non armés massacrés. Derrière nous, il ne restera plus aucun ennemi vivant. Ce crime de guerre est attesté, même s'il est oral, parce qu'il y a des sous-officiers, des soldats qui ont attesté avoir reçu cet ordre et ils l'ont appliqué. Mais on a aussi des soldats qui l'ont reçu qui ne l'ont pas appliqué. On a le témoignage de Dominique Richert, qui est un soldat alsacien. Et quand il a cet ordre-là, il ne veut pas tuer de Français, lui. Eh bien, quand il voit un Français blessé sur le champ de bataille, il lui dit « tot, tot, tot », c'est-à-dire « mort, 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 fais le mort, fais le mort hein, tot, tot, tot ». Bon, il y a intérêt de comprendre l'allemand quand même. Enfin bon, on comprend quand même l'injonction. Alors ce procès exceptionnel, à Leipzig, quand même, c'est un procès exceptionnel, c'est un pré-Nuremberg. Eh bien, il ne se passe pas comme prévu. Le procureur chargé de défendre les causes alliées le fait avec répugnance. Un procureur allemand qui doit défendre, qui doit accuser des Allemands. Il le fait avec répugnance, on le voit tout de suite. C'est insupportable pour lui d'accuser des généraux allemands qui ont fait leur devoir, des officiers allemands qui ont fait leur devoir pour lui. Ce sont des nationalistes, les magistrats à l'époque. C'est le même personnel, on ne les a pas changés sous la République, c'est le même personnel que sous l'Empire, exactement les mêmes. Et le président, qui s'appelle Carl Schmitt, eh bien, il fait preuve d'une... lui aussi, on voit bien qu'il n'est pas content de présider ce procès. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très vite, ça devient une parodie de justice. Les Allemands n'ont pas envie de se condamner, donc ça devient une parodie de justice. Vous avez, quand la délégation belge arrive avec son premier cas, le premier cas, c'est un enfant de 9 ans qui a été torturé, pour lui faire avouer un acte de sabotage. Eh bien, les Allemands vont acquitter les Allemands, le général, enfin les officiers allemands qui l'ont torturé. Ils vont l'acquitter en disant que, ah oui, mais il avait 9 ans au moment des faits, il intervient devant la cour de Leipzig pour dire son témoignage. Mais à 9 ans, alors maintenant il n'a plus 9 ans évidemment, il est plus âgé, mais comment peut-on recevoir le témoignage d'un mineur? À 9 ans, on n'est pas maître de sa parole, etc. Donc son témoignage est invalidé à cause de l'âge. C'est complètement fou. Il est torturé parce qu'il avait 9 ans. Enfin, il est torturé à 9 ans, mais quand il le porte plainte, quand il vient devant une cour de justice, on lui dit votre témoignage ne peut pas être reçu parce que votre parole ne peut pas être crédible puisque vous aviez 9 ans au moment des faits. Et hop, alors déni de justice, la délégation belge est tellement sidérée d'entendre ça, hop, qu'elle s'en va. Elle ne présente plus les autres cas, elle dit c'est scandaleux, on s'en va. Après viennent les Français, et les Français, eux, ils commencent par le général Stenger, qui a donné l'ordre de tuer les blessés et les prisonniers. Et le problème, c'est que ce général, c'est l'incarnation de l'honneur en Allemagne. Il a perdu une jambe à la guerre. Il arrive avec il est bardé de médailles en uniforme, il arrive avec ses 2 béquilles. Tout le monde se met au garde à vous, et le président, quand on lui pose des questions, il dit « Mon général, pouvez-vous, mon général ?» Vraiment, il est déférent. Et puis quand il y a des témoins, alors là, il est extrêmement dur. Un témoin alsacien. Bon, les Français présentent des témoins alsaciens, parce que
évidemment, pour recueillir les témoignages, c'est plus facile quand on a des soldats alsaciens, puisque l'Alsace-Lorraine est redevenue française, donc il y a des soldats alsaciens qui témoignent par écrit. Et là, le président dit oh, on ne peut pas retenir les témoignages des Alsaciens, ce sont des menteurs. Les Alsaciens sont des menteurs d'Alsaciens. Vous savez, les Allemands et les Alsaciens, ils ont toujours eu un petit problème, parce que l'Alsace-Lorraine, elle n'a jamais tout à fait voulu être allemande. Même s'ils sont allemands de culture, hein, il y a eu. Ça a été assez dur, notamment en 14-18, une véritable dictature militaire sur l'Alsace. Bon, j'en termine parce que je suis un peu trop bavard. Donc, au moment du procès de Général Stenger, les soldats alsaciens sont discrédités, menteurs d'Alsaciens, et le président met un point final au débat en disant « Un Allemand ne peut pas faire ça. Un Allemand ne peut pas faire ça. » Ce n'est pas très juridique comme notion. On ne peut pas condamner le général Stenger parce que ce qu'on lui reproche, c'est vraiment dégueulasse, et un Allemand ne peut pas faire ça. Tuer des blessés, tuer des prisonniers, ce n'est pas possible. Un Allemand ne peut pas faire ça. Mais voilà qu'un capitaine se présente, le capitaine Curtius, qui était dans son état-major, et qui dit « Si, il nous a donné l'ordre. » Et le gars, il l'a fait. Il en a tué. Et il en a gros sur la patate, sur le cœur. On est là en 1921. C'est pas pareil que quand on est en 14, dans le feu de l'action, dans l'invasion. Et là, il a ça sur le cœur. Il dit « Si, c'est vrai, il nous a donné l'ordre, et je l'ai fait. » Et là, le président, il se retrouve pris au piège. Et donc, il dit à Curtius, vous avez mal compris ces ordres, et ce que vous avez fait, c'est un crime de guerre. Et on condamne le capitaine qui a avoué à 2 ans de prison. Mais le général Stenger, rien. Vous voyez, c'est celui qui a parlé qui a tort. Parce qu'en parlant, il donnait raison aux Français. Et finalement, il fallait le condamner pour le faire taire. Il fallait l'accuser, lui. Le seul qui a reconnu. Un Allemand ne peut pas faire ça. Le scandale est tellement grand que, comme pour les Belges avec l'enfant de 9 ans, ils reprennent leur dossier, ils s'en vont. Voilà comment se terminent les procès de Leipzig. Une parodie de justice, un déni de justice. Donc en conclusion, pour la première fois dans l'histoire, on allait juger des criminels de guerre. On jugeait des criminels de guerre. On saurait qu'à l'avenir, que tout n'est pas permis, que les assassins doivent toujours rendre des comptes à l'humanité. Mais à Leipzig, tout était vicié, tout était mal parti, si vous voulez, mal engagé, tout était vicié à sa base. Le tribunal de l'humanité n'était autre qu'une justice de vainqueurs. C'était les vainqueurs qui avaient exigé qu'on juge des vaincus. Et les Allemands ont répondu par une justice de vaincus. Les Allemands ont refusé de juger des Allemands. Ils ont acquitté à tour de bras, et ils ont acquitté sous les applaudissements. À chaque fois qu'il y avait un acquittement, c'était sous les applaudissements du public. Au final, ce procès de 1921, un Nuremberg raté, si vous voulez, c'est un naufrage moral, autant qu'une comédie. Aussi, en 1945, les Alliés ont tiré les leçons de ce procès raté, antichambre du crime contre l'humanité, prologue oublié du tribunal de Nuremberg. On avait perdu 20 ans pour dire qu'il y avait des crimes imprescriptibles, que la guerre ne pouvait pas tout justifier, pour dire enfin que les civils ne devaient en aucun cas être des victimes de violences. Merci.